Il l'observait depuis sa table luxueuse, tel un prédateur traquant sa proie. Elle n'était qu'une serveuse, un visage de plus dans la mer infinie de gens à son service. Mais ce soir-là, quelque chose était différent. Alimenté par un whisky vieilli et les rires sans flatteurs de ses partenaires, une idée cruelle germa dans son esprit. Il leva la main pour l'appeler. Quand elle se tint devant sa table, il ne prononça ni compliment ni nouvelle commande. Il pointa vers elle sa carte de crédit en platine, un geste empreint de condescendance, et dit assez fort pour que tout le monde entende « Je te paierai 10 000 $ si tu danses pour nous, tout de suite. Prouve que tu es plus qu'une simple porteuse de plateau. » La salle plongea dans le silence, mais Adrian Blackwood avait mal calculé. Il pensait acheter un moment d'humiliation, mais il ne savait pas qu'il était sur le point d'allumer un feu qui réduirait son monde en cendres. La Hatters n'était pas un simple restaurant. C'était une déclaration, située au 75e étage d'un gratte-ciel surplombant Central Park. Ses baies vitrées panoramiques encadraient le panorama scintillant de New York. L'air à l'intérieur était épais de l'odeur de l'argent, un mélange de parfums coûteux, de cuir vieilli et de l'arôme subtil et appétissant de l'huile de truffe. Le tintement de l'argenterie, Christoffel et de la porcelaine Bernardo était le battement de cœur délicat de la salle. Pour les clients, c'était un sanctuaire de pouvoir. Pour le personnel, un champ de bataille de service silencieux. Ekaterina Volkova connaissait bien ce champ de bataille. Depuis 2 ans, c'était tout son univers. Chaque soir, elle enfilait un uniforme noir amidonné et impitoyable, attachait ses cheveux blond miel en un chignon strict et transformait son visage en un masque de neutralité polie. Elle se déplaçait avec une économie de mouvement qui frisait l'art. Ses pas étaient un an silencieux et rapides, ses mains stables lorsqu'elle versait un Château Margaux 1982, où posait une assiette de foie point gras poêlé devant des hommes qui n'auraient sans jamais retenu son nom, encore moins son visage. Ce soir-là, le joyau de la clientèle de l'Ether, Adrian Blackwood, occupait une banquette d'angle. Son nom était un titre, une marque, une force de la nature. À 34 ans, il était le PDG de Blackwood Global, un titan de la technologie et du capital investissement qui avalait les petites entreprises comme un requin. Il était d'une beauté cruelle, avec des yeux vifs et intelligents couleur ardoise et une mâchoire qui semblait taillée dans le granit. Un costume Tom Ford lui allait comme une seconde peau, et une montre Patek Philippe brillait discrètement à son poignet. Ekaterina avait servi sa table 3 fois ce soir-là, mais il ne l'avait jamais regardée. Il parlait d'une voix basse et assurée, son attention entièrement tournée vers ses 2 partenaires, Daniel Harrison et un autre homme qu'elle ne reconnaissait pas. Ils célébraient une OPA hostile, et leur rire était lent et vif et triomphant. Ekaterina remplissait leur verre d'eau. Sa présence était aussi significative qu'un courant d'air de la climatisation. Le conseil d'administration s'est effondré comme un costume bon marché, disait Adrian avec un sourire en coin. Il parlait moins de culture d'entreprise et de loyauté. Pathétique. Tout le monde a un prix, Daniel. Il suffit de le trouver. Daniel Harrison, un homme au visage plus doux et aux yeux fatigués, s'agita sur son siège. Peut-être que certaines choses ne sont pas à vendre, Adrian. Adrian laissa échapper un rire bref et moqueur, citant une seule. C'est à ce moment-là que son regard, balayant paresseusement la salle avec une supériorité ennuyée, se posa enfin sur Ekaterina alors qu'elle débarrassait une table voisine. Il l'observa un instant, les yeux plissés. Il vit sa posture droite comme un piquet et la grâce contrôlée avec laquelle elle se pencha pour soulever un lourd plateau. Dans son esprit cynique, cela ne s'enregistra pas comme de la dignité, mais comme une soumission bien rodée. L'idée cruelle, alimentée par l'alcool, prit racine. Il voulait prouver son point de vue à Daniel et au monde entier. Il leva une main soignée, un geste à la fois nonchalant et impérieux. Serveuse. Le cœur d'Ekaterina fit un bond. Être remarqué par une telle table n'était jamais bon signe. Elle s'approcha, les mains jointes derrière le dos. « Oui, monsieur. » Adrien ne l'invita pas à s'approcher, la laissant debout au bord de la banquette comme une suppliante. Il se pencha en avant et sa voix basse se propagea dans l'atmosphère soudainement silencieuse. Il sortit son portefeuille, un élégant morceau de cuir d'alligator noir, et en tira une carte de platine. Il ne la lui tendit pas, mais la pointa vers elle comme une arme. « J'ai une proposition à te faire, commença-t-il, son sourire narquois de retour. Ses partenaires se figèrent, observant le spectacle qui se déroulait. Mon partenaire ici croit que certaines personnes possèdent une dignité qui ne peut être achetée. Je ne suis pas d'accord. Je dis que tout le monde a un prix. Il tapota la carte sur la table. Je te paierai 10 000 $, ici et maintenant. Tout ce que tu as à faire, c'est de danser pour nous.
Un hoquet de surprise collectif parcourut les tables voisines. Ekaterina sentit une rougeur brûlante monter à son cou. Ce n'était pas une demande, mais une humiliation publique. Il voulait la voir se tortiller, lutter entre son besoin et sa fierté, puis inévitablement capituler. Il voulait prouver qu'elle, tout comme l'entreprise qu'il venait d'acquérir, n'était qu'un autre actif à acheter et à contrôler. « Monsieur, murmura-t-elle à peine audible. « Tu m'as entendu ?» dit-il plus fort, savourant l'attention. « Fais un peu de place, danse n'importe quelle danse. Divertis-nous, 10 000 $ pour 5 minutes de ton temps. Qu'en dis-tu? Ta dignité vaut-elle plus que ça ?» Son manager, M. Sullivan, se dirigeait déjà vers eux, le visage un masque d'excuses paniquées. C'était une violation catastrophique du décorum, mais Adrian Blackwood n'était pas homme à être interrompu. Ekaterina regarda le visage d'Adrian. Elle vit l'amusement froid dans ses yeux, la certitude absolue qu'il l'avait acculée. Il voyait une serveuse dans un uniforme bon marché, des factures de loyer, des prêts étudiants. Il voyait le désespoir, et il avait raison. Elle était désespérée, mais pas pour les raisons qu'il imaginait. Elle ne pensait pas à son minuscule appartement en colocation dans le Queens ou à sa montagne de dettes. Elle pensait à son frère, Misha. Elle pensait aux murs blancs et stériles de la chambre d'hôpital, au bip silencieux des machines et au visage grave du spécialiste discutant de traitements expérimentaux pour l'arthrite juvénile idiopathique systémique, des traitements non couverts par aucune assurance. 10 000 $, ce n'était pas de l'argent pour le loyer. C'était une dose de médicaments, 2 mois de physiothérapie, une lueur d'espoir. Sa fierté, le bouclier qu'elle portait depuis des années, semblaient aussi minces que du papier. C'était un luxe qu'elle ne pouvait pas se permettre, mais la capitulation n'était pas dans sa nature. Un autre type de feu, celui qu'elle avait réprimé si longtemps qu'il s'était presque changé en cendres, commença à couver dans sa poitrine. Elle croisa son regard et pour la première fois, ses propres yeux n'étaient pas neutres. Ils étaient fins clairs, directs, et contenaient en eux une profondeur d'émotion qui le frappa. Elle hocha brusquement la tête. « D'accord. Le mot flotta dans l'air, chargé d'électricité. « Mais pas ici, » ajouta-t-elle, sa voix soudainement claire et ferme. Elle désigna un petit espace vide près du piano à queue, où le pianiste venait de terminer son set. « Et vous n'avez pas besoin de payer d'avance. » Le sourire narquois d'Adrian s'élargit en un rictus triomphant. Il avait gagné. Il fit signe à un serveur, et un instant plus tard, un terminal de paiement portable était sur la table. Il glissa sa carte, tapa les chiffres sans regarder, et un reçu de 10 000 $ sortit. Il le déchira et le lui tendit. « Tes gains, » dit-il, sa voix dégoulinant de condescendance. Ekaterina prit le morceau de papier. Sa main ne tremblait pas. Elle le plia une fois et le glissa en sécurité dans la poche de son tablier. Puis elle lui tourna le dos et se dirigea vers le piano. Elle commença à défaire ses cheveux. Le chignon strict se défit, et une cascade d'ondulations blond miel tomba dans son dos, captant la lumière des lustres. Elle retira ses chaussures de travail noires et pratiques, et ses pieds ténus touchèrent doucement le sol en marbre poli. La salle était complètement silencieuse. Chaque client, chaque serveur, chaque commis de cuisine était figé, observant. Adrian Blackwood se renversa dans sa banquette, les bras croisés. Il était prêt pour le spectacle, s'attendant à un piétinement maladroit, une tentative de séduction embarrassante. Il allait avoir le choc de sa vie. Ekaterina se tenait dans le petit cercle de lumière près du piano. Les lumières de Manhattan scintillaient derrière elle, un public silencieux et étincelant. Elle ferma les yeux pour une profonde inspiration. À cet instant, elle n'était plus Ekaterina Volkova, la serveuse. L'uniforme amidonné semblait être un costume, et le restaurant opulent disparut, remplacé par l'odeur de la colophane et les planchers de bois usés d'un studio qu'elle n'avait pas vu depuis 5 ans. Elle pouvait entendre la voix de son ancien maître de ballet, un émigré russe sévère qui avait vu le feu en elle. « Ne danse pas les pas, Katerina, » disait-il d'un grondement rauque. « Danse l'histoire, laisse-la saigner de toi. » Elle ouvrit les yeux. L'histoire de cette nuit était une histoire de rage et de chagrin. Elle commença sans musique. Le premier mouvement fut lent, presque hésitant. Elle leva les bras, non pas dans une courbe gracieuse, mais comme si elle repoussait un poids immense. Ses doigts tremblèrent, puis se serrèrent en poing. Son corps se contracta dans un cri silencieux de frustration si palpable qu'une femme à une table voisine porta la main à sa propre gorge. Le rictus d'Adrian Blackwood vacilla. Ce n'était pas le mouvement maladroit qu'il attendait. C'était autre chose. C'était du contrôle. Chaque muscle de son corps était tendu et intentionnel. Puis elle bougea. Cela commença dans ses pieds,
un rythme percussif complexe martelé sur le marbre, le staccato de la colère. Son corps suivi, explosant hors de sa tension enroulée. Elle se lança dans une série de mouvements qui étaient une fusion à couper le souffle, impossible, de ballet classique et d'expression contemporaine brute. Il y eut la ligne parfaite d'un arabesque, tenue pendant un instant à couper le souffle, immédiatement brisée par une contraction gutturale et angulaire de son torse. Elle tourna dans une frénésie de fouetté, exécutée avec une précision qui aurait été applaudie au Lincoln Center. Mais ils n'étaient pas propres et jolis. Ils étaient vertigineux, désespérés, comme si elle essayait d'échapper à un démon. Les clients étaient captivés, les téléphones oubliés, les conversations mortes. Le seul son était le bruissement de ses pieds nus sur le sol et sa propre respiration saccadée. Daniel Harrison se pencha vers Adrian. « Adrian, qui est-elle » Sa voix était un murmure stupéfait. Adrian ne répondit pas. Il ne pouvait pas. Ses yeux étaient entrivés sur elle. Lui, un homme qui organisait sa vie avec un art inestimable, qui pouvait distinguer un manet d'un monnet à 20 pas, reconnut le langage qu'elle parlait. C'était le langage de la véritable maîtrise, un talent si profond qu'il en était presque violent. Il sentit une étrange et inquiétante sensation dans sa poitrine, le sentiment qu'il s'était trompé de manière totale et catastrophique. Ekaterina était perdue dans la danse. C'était le déferlement de tout ce qu'elle avait réprimé pendant 5 ans. Le chagrin pour ses parents, tués dans l'accident de voiture qui avait aussi brisé le corps de son frère, la rage contre l'univers pour avoir volé son rêve, la forçant à troquer ses chaussons de pointe contre un plateau de service, l'amour féroce et désespéré pour Misha qui alimentait chaque service épuisant, chaque sacrifice. Elle dansait la douleur de voir ses propres muscles s'atrophier pendant que son frère luttait pour retrouver l'usage des siens. Elle dansait l'humiliation de demander des plans de paiement au médecin et le désespoir des nuits solitaires à se demander si sa vie ne serait jamais que cela. Ses mouvements étaient vifs, précis, imprégnés d'une tristesse, d'une beauté déchirante. Un grand jeté n'était pas un saut de joie, mais une portée folle et désespérée vers quelque chose hors d'atteinte. Ses bras, qui avaient emporté des plateaux de champagne, fendaient maintenant l'air, racontant une histoire de perte et de résilience. Pour le final, elle ralentit et s'effondra sur le sol. Son corps se replia sur lui-même jusqu'à ce qu'elle ne soit plus qu'un tas recroquevillé sur le marbre, ses épaules secouées par des sanglots silencieux. Ce n'était pas un jeu, à cet instant tout le poids s'abattit sur elle. Puis, lentement, douloureusement, elle se releva, se redressant vertèbre par vertèbre. Sa tête fut la dernière à se lever. Elle se tenait droite, le dos de nouveau droit comme un piquet. Son visage était couvert de larmes, mais ses yeux brûlaient comme un de défi. C'était une déclaration. « Vous ne m'avez pas brisé. » Elle maintint la pose finale, la poitrine haletante. Son regard balaya la salle stupéfaite jusqu'à ce qu'il se fixe directement sur Adrian Blackwood. Le silence qui suivit fut assourdissant, s'étirant pendant 15 à 20 secondes. Il fut rompu par un seul homme, Daniel Harrison. Avec une expression de respect sur le visage, il se mit à applaudir. D'abord hésitant, puis avec conviction, il se leva. Un par un, les autres se joignirent à lui, et les applaudissements silencieux se transformèrent en une ovation debout et tonitruante. Les clients de l'Ethers, milliardaires et mondains, étaient debout et applaudissaient une serveuse. Adrian resta assis, figé. Les applaudissements étaient comme un bruit blanc dans ses oreilles. Il avait l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans l'estomac. Il avait eu l'intention d'acheter un spectacle d'humiliation et à la place, il avait payé pour assister à un chef-d'œuvre, un génie brut et indomptable. Il avait traité un Stradivarius comme un vulgaire violon. L'arrogance s'écoula de lui, remplacée par une honte froide et vide. Ekaterina ignora les applaudissements. Ses yeux, toujours fixés sur Adrian, étaient remplis d'une rage froide et juste. Elle soutint son regard un long moment, lui laissant voir toute l'étendue de son erreur de calcul. Puis elle se retourna, se dirigea calmement vers l'endroit où elle avait laissé ses chaussures et les enfila. Elle essuya les larmes de son visage avec le dos de sa main. Un geste d'une humanité si brute qu'il fit tressaillir Adrian. Sans un mot à personne, sans même un regard pour son manager furieux mais abasourdi, elle passa devant le maître d'hôtel, franchit les lourdes portes de verre de l'Ether et sortit dans le couloir, laissant derrière elle une salle remplie d'applaudissements et un milliardaire complètement anéanti. Le chèque de $10 000 était toujours dans son tablier. Elle ne l'avait pas gagné. Elle l'avait pris en guise de dommages et intérêts. Le lendemain matin, Adrian Blackwood se réveilla dans un monde subtilement mais irrévocablement changé.
D'habitude, ces matinées étaient un rituel d'efficacité sans faille. Entraînement à 5 heures du matin avec son coach personnel, consultation des rapports pré-marché d'Asie et un petit déjeuner composé de café noir et de toast sec pendant que son assistante personnelle, une femme impitoyablement compétente nommée Mademoiselle Grant, le briefait sur l'emploi du temps de la journée. Mais aujourd'hui, il ne pouvait pas se concentrer. L'image de la serveuse, Ekaterina, il avait appris son nom par un monsieur Sullivan paniqué, était gravée dans son esprit. Sa danse tournait en boucle dans sa tête, la rage, la grâce, la tristesse profonde et déchirante. C'était plus honnête et plus réel que tout ce qu'il avait connu depuis des années. Son monde était fait de contrats, d'algorithmes et de risques calculés, un monde de mensonges polis et superficiels et de vérités brutales cachées derrière des feuilles tissues de calcul. La nuit dernière, elle avait tout déchiré et lui avait montré quelque chose d'élémentaire, et il avait essayé de l'acheter pour 10 000 $. Cette pensée lui tordit l'estomac avec un sentiment auquel il n'était pas habitué. Le dégoût de soi. « Monsieur, dit Mademoiselle Grant, sa voix le sortant de ses pensées, le conseil d'administration pour l'acquisition de Sterling. Vous avez une conférence téléphonique préliminaire avec l'équipe juridique dans 20 minutes. » Annulé, dit Adrien d'une voix égale. Mademoiselle Grant cligna des yeux. Adrian Blackwood n'annulait pas de réunion. « Monsieur, vous m'avez entendu ? Annulez toute la matinée. Tout. » Il se leva, arpentant son penthouse minimaliste avec vue sur la ville. « J'ai une nouvelle priorité. Je veux que vous me trouviez quelqu'un. »« Bien sûr, monsieur Blackwood. Le nom ? Ekaterina Volkova. Elle était serveuse à l'Ethers. Depuis hier soir, je suppose qu'elle a été licenciée. »« Compris. Dois-je préparer un accord de non-divulgation et une indemnité de départ ? » Mademoiselle Grant supposait qu'il gérait les dégâts, payant pour le silence. « Non, dit Adrien sèchement. Pas d'accord, pas d'argent. Je veux juste savoir qui elle est. Tout. Son parcours professionnel, son éducation, sa famille. Utilisez toutes les ressources nécessaires. Détective privé, analyste de données. Peu importe. Soyez discrète. »« Oui, monsieur, dit-elle, son masque professionnel dissimulant sa surprise. » Le reste de la journée, Adrien fut un fantôme dans sa propre vie. Il s'assit dans son bureau, où le chrome et le verre reflétaient un homme qu'il reconnaissait à peine. Il fixe une peinture inestimable de Jackson Pollock sur son mur, un chef-d'œuvre chaotique de gouttes et d'éclaboussures, et pour la première fois, elle lui parut une imitation bon marché de l'émotion qu'Ekaterina avait peinte dans l'air avec son corps. Pendant ce temps, l'histoire commençait déjà à fuiter, non pas des clients, leur cercle était trop restreint et trop soucieux des apparences, mais du personnel. À midi, une vidéo granuleuse filmée par un plongeur caché derrière un poste de service apparut sur Internet, intitulée « Un milliardaire met au défi une serveuse de danser. Vous ne croirez jamais ce qui se passe ensuite. » La vidéo devint virale. À la mi-journée, elle comptait 1 million de vues. Le soir, 10 millions. Les agences de presse s'en emparèrent et la danse de la serveuse devint une tendance. Internet, avec son appétit insatiable pour les histoires de David contre Goliath, avait trouvé sa nouvelle héroïne. On l'appelait l'ange de l'éther, l'oiseau de feu en tablier. Les spéculations allaient le bon train. Était-elle une ancienne élève renvoyée de Juilliard, une ex-star de Broadway ou une ballerine russe fuyant son passé ? Pour Ekaterina, cette célébrité virale était un cauchemar terrifiant et suffocant. Elle quitta le restaurant pour se rendre directement au chevet de son frère à l'hôpital, restant avec lui jusqu'à l'arrivée des infirmières du matin. Quand elle rentra enfin dans son petit appartement, sa colocataire, Chloé, la regardait avec des yeux écarquillés, son téléphone à la main. « Katia, il faut que tu vois ça, » dit Chloé, sa voix tremblant d'excitation et de peur. Ekaterina regarda la vidéo floue, l'estomac noué. Elle se vit comme une étrangère à l'écran, son visage déformé par un masque de douleur et de rage. Les commentaires étaient un flot confus d'éloges et de pitié. Ils voyaient en elle une source d'inspiration. Elle se sentait simplement exposée, violée. La seule chose qui lui appartenait vraiment, c'est sa danse, son histoire, était maintenant un objet de consommation publique, exactement comme Adrian Blackwood l'avait prévu. « Je dois disparaître, dit Ekaterina d'une voix tremblante. Elle débrancha son routeur et éteignit son téléphone. « Il ne doit pas me trouver. »« Qui ? Le milliardaire ? demanda Chloé. « Katia, ce qu'il a fait est monstrueux, mais regarde ça. Des gens t'offrent des bourses, des contrats. Un recruteur de l'American Ballet Theatre a laissé un commentaire. C'est de la charité, Chloé. C'est de la pitié parce qu'un riche salaud a jeté de l'argent à une pauvre fille. Ce n'est pas comme ça que je veux revenir. Il ne s'agit plus d'art, il s'agit de spectacle. »
Elle arpentait leur petit salon, se sentant comme un animal traqué. Les 10 000 $ qu'elle avait déjà virés au service de facturation de l'hôpital semblèrent de l'argent sale, le prix de sa vie privée. Les 2 jours suivants furent un siège. Des journalistes commencèrent à camper devant son immeuble et elle dut se faufiler par la porte de derrière pour rendre visite à Misha. À l'hôpital, elle portait un sweat à capuche et des lunettes de soleil, la tête baissée, priant pour que personne ne la reconnaisse. Cette nouvelle attention était un projecteur, mais elle ne ressemblait pas à une lumière de scène, mais plutôt au faisceau d'une tour de guet de prison. Le 3e jour, mademoiselle Grant entra dans le bureau d'Adrian et posa un mince dossier sur son bureau. « Ekaterina Volkova », annonça-t-elle. Adrian l'ouvrit, le cœur battant d'une anxiété inconnue. Le rapport était succinct, compilé par les meilleurs enquêteurs que son argent pouvait acheter. Adrian lut le rapport 3 fois. Les faits froids et durs peignaient un tableau bien plus dévastateur que n'importe quelle danse. Une prodige qui avait tout sacrifié pour son frère. Elle n'avait pas dansé par fierté ou pour son argent sale. Elle avait dansé pour la vie de son frère. La honte qu'il avait ressentie auparavant n'était rien comparée à la vague de dégoût qui le submergea alors. Il n'avait pas seulement été arrogant, il avait été cruel. Il avait pris la douleur inimaginable d'une femme et l'avait transformée en spectacle pour son propre divertissement. Il ferma le dossier. Sa détermination habituelle, son instinct de tueur, avaient d'or disparu. Il ne savait pas ça quoi faire. Envoyer de l'argent serait une insulte, une confirmation de ses pires craintes à son sujet. Des excuses semblaient que ridiculement inadéquates, mais ne rien faire était impossible. « Annulez le reste de ma semaine, mademoiselle Grant, dit-il d'une voix rauque, et trouvez-moi tout ce que vous pouvez sur cette thérapie expérimentale à l'hôpital Saint. Damian. » Il ne cherchait plus seulement une femme, il cherchait un moyen d'expier l'homme qu'il était devenu. Trouver l'appartement d'Ekaterina fut facile pour un homme avec les ressources d'Adrian, mais l'approcher fut l'une des choses les plus difficiles qu'il ait jamais faites. Il troqua son costume sur mesure contre un jean foncé et un simple pull en cachemire gris, essayant de ressembler moins à un raideur d'entreprise et plus à un être humain. Il conduisit lui-même, laissant son chauffeur et sa Bentley derrière lui, et gara son Audi noir discrète au bout de la rue de son immeuble à Astoria, dans le Queens. Le bâtiment était vieux, avec une façade en briques usée par le temps, des escaliers de secours en zigzag comme des cicatrices de fer sur son visage. C'était un univers différent de sa tour de verre sur Park Avenue. Il resta sur le trottoir pendant 10 bonnes minutes, regardant les gens aller et venir, essayant de trouver les mots justes. Il n'y en avait pas. Il appuya finalement sur le bouton de son appartement, le 4B, mais il n'y eut pas de réponse. Il essaya de nouveau, rien. Au moment où il allait abandonner, la porte principale s'ouvrit et une jeune femme aux cheveux roses vifs et un piercing au nez, Chloé, sortit pour aller travailler. Elle le reconnut instantanément grâce aux informations et ses yeux s'écarquillèrent dans un mélange de peur et d'hostilité. « Vous, souffla-t-elle, se plantant fermement dans l'embrasure de la porte. Vous avez un sacré culot de venir ici. » « Je dois lui parler, dit Adrian d'une voix douce. S'il vous plaît, c'est important. » « Pour lui jeter plus d'argent à la figure ? Pour l'humilier encore plus ? Répliqua Chloé, sa voix dégoulinant d'un venin protecteur. Elle n'est pas là, et même si elle l'était, elle ne voudrait pas vous voir. Vous avez transformé sa vie en cirque. Des journalistes campent au bout de la rue. Avez-vous la moindre idée de ce que vous avez fait ? Adrian eut la décence de paraître honteux. Je sais, j'ai fait une terrible erreur. Je dois m'excuser. Des excuses ne répareront pas ça, dit Chloé, mais son remords apparent adoucit légèrement sa posture. Elle soupira, expirant une bouffée d'air frustré. Écoutez, elle n'est pas là. Elle est probablement à l'hôpital Saint-Damian avec son frère. Maintenant, s'il vous plaît, laissez-la tranquille. Elle le bouscula et se dépêcha de descendre la rue. Adrian resta là un instant, le nom de l'hôpital résonnant dans sa tête, confirmant les informations du dossier. Il retourna à sa voiture, sa détermination renforcée. Il n'allait pas l'assaillir à l'hôpital, c'était un lieu sacré, mais il savait où elle devrait retourner. Il attendrait. Les heures passèrent. Le soleil commença à se coucher, peignant le ciel de teintes oranges et violettes. Adrian resta assis dans sa voiture, observant la fenêtre de l'appartement 4B. Il dirigeait une entreprise valant des milliards de dollars depuis son téléphone, ses SMS et ses emails aussi vifs et décisifs que jamais, mais son esprit était ailleurs. Il pensait au sacrifice, à un talent si brillant qu'il avait été éteint par les circonstances. Sa propre vie avait été une ascension sans faille, pavée de richesses héritées et d'ambitions acérées. Il n'avait jamais eu à sacrifier quoi que ce soit. Enfin, juste après 21 heures, il la vit, une petite silhouette solitaire marchant dans la rue,
emmitouflé dans un immense manteau, ses cheveux cachés sous un bonnet. Son visage était pâle et tiré à la lumière des lampadaires, et elle se déplaçait avec une tension lasse, scrutant la rue à la recherche de journalistes. Adrian sortit de la voiture. Elle le vit immédiatement et se figea, comme un cerf pris dans les phares, sa main se glissant dans la poche de son manteau, serrant ses clés comme une arme. Chaque once de fatigue dans son corps fut instantanément remplacée par une hostilité rigide. « Qu'est-ce que vous faites ici » demanda-t-elle d'une voix froide et égale. « Miss Volkova. » « Ekaterina, commença-t-il, faisant un pas prudent en avant. Elle recula d'un pas. « Je suis venu m'excuser. »« Vous êtes venu chez moi, le corrigea-t-elle, sa voix tremblant d'une rage à peine contenue. Vous avez fait enquêter vos gens sur ma vie. N'insultez pas mon intelligence en plus de tout le reste. » Adrian s'arrêta. « Oui, je l'ai fait. J'avais besoin de comprendre. »« Comprendre quoi ?» répliqua-t-elle, sa voix s'élevant. « Que les gens comme moi ne sont pas des accessoires pour votre divertissement ? Qu'il y a plus dans nos vies qu'une ligne sur un bilan ? Vos enquêteurs vous l'ont dit, monsieur Blackwood ? Ils m'ont dit que vous étiez une prodige, dit-il doucement. Ils m'ont dit ce que vous avez abandonné pour votre frère. La mention de son frère la fit tressaillir comme s'il l'avait frappé. Vous n'avez pas le droit de parler de mon frère. Vous n'en avez pas le droit. Je sais, dit-il, la sincérité dans sa voix indéniable. Ce que j'ai fait était impardonnable. C'était arrogant et cruel. Je le regretterai toute ma vie. Le monde voit une vidéo, une danse, il ne voit pas le contexte. Je le vois, et je suis profondément désolé. Ekaterina le regarda, la poitrine serrée. Elle s'était attendue à des excuses grandiloquentes, à une autre offre d'argent, mais pas à cette honte silencieuse et profonde. Cela la désarma. Mais la colère était toujours là. Un bouclier contre l'homme qui avait missé son âme à nu devant le monde entier. « Vos excuses ne font pas partir les journalistes, dit-elle d'une voix fragile. Ça ne me rend pas ma vie privée. Ça ne change pas le fait que les gens me regardent maintenant avec pitié. Je veux aider, dit Adrian, revenant à son mode par défaut. La fondation que je dirige, nous pourrions créer une subvention, une bourse complète pour le conservatoire de danse de votre choix. Nous pouvons couvrir toutes les dépenses médicales de Misha. Toutes. Dites simplement votre prix. Je vais arranger les choses. C'était la pire chose qu'il aurait pu dire. Le visage d'Ekaterina, qui s'était adouci un instant, se durcit comme du marbre. Un rire amer et sans joie s'échappa de ses lèvres. Dites oui. Dites mon prix, répéta-t-elle, les mots dégoulinant de mépris. Vous ne comprenez toujours pas. Vous pensez toujours que c'est une transaction ? Vous pensez que vous pouvez jeter votre argent sur cette chose horrible que vous avez créée et tout effacer ? Ma vie, la santé de mon frère, mon talent, ce n'est pas à vendre, monsieur Blackwood. Ça ne l'a jamais été. Elle prit une profonde inspiration, ses yeux brillants de larmes de pure fureur non versées. Les 10 000 $ que vous m'avez payés, je les ai donnés à l'hôpital. Ça s'est acheté 2 semaines à Misha. Tant d'obras, des bras, c'est la seule transaction que nous aurons jamais. Merci pour ça. Et maintenant, je veux que vous partiez. Et je ne veux plus jamais, jamais vous revoir. Elle tourna les talons et se dirigea vers son immeuble, fouillant dans ses clés et ne regarda pas en arrière. Adrian resta sur le trottoir, l'air froid de la nuit mordant sa peau. Il avait l'impression qu'elle avait plongé la main dans sa poitrine et serré son cœur. Ce n'est pas à vendre. Les mots résonnèrent dans son esprit, un verdict final et accablant. Il était venu ici pour résoudre un problème comme il le faisait toujours, avec de l'argent, du pouvoir et de l'influence, et il avait échoué de manière spectaculaire. Il pensait que la danse était son histoire, mais il avait tort. La danse n'était que le prologue. Sa véritable histoire était une histoire d'intégrité, et il venait de découvrir que c'était la seule monnaie qu'il ne possédait pas et ne pouvait pas acheter. En retournant à sa voiture, il sut que de simples excuses et un chèque en blanc ne suffiraient même pas. Pour arranger les choses, il devrait changer les règles mêmes du jeu qu'il pensait maîtriser. Adrian Blackwood n'était pas devenu milliardaire en acceptant la défaite. Le refus d'Ekaterina, aussi brutal et absolu soit-il, ne le dissuada pas. Il redéfinit l'objectif. Le problème n'était pas financier à résoudre, mais moral à réconcilier. Il retourna dans son monde de verre et d'acier, non pas avec un sentiment d'échec, mais avec un nouveau but unique. Son premier appel ne fut pas pour ses avocats ou ses banquiers, mais pour le docteur Chopra, chef de la rhumatologie pédiatrique à l'hôpital Saint-Damien. Il passe l'appel lui-même, contournant Mademoiselle Grant. Il se présenta et, après un moment de silence stupéfait à l'autre bout du fil, alla droit au but.
J'ai été mis au courant de votre travail sur les thérapies biologiques expérimentales pour l'AGIS, déclara Adrian, son ton dépourvu de son arrogance habituelle et remplacé par une intensité concentrée, en particulier pour un patient nommé Mikhail Volkov. Le docteur Chopra fut prudent. Les informations sur les patients sont confidentielles, monsieur Blackwood. Je ne demande pas d'informations, je propose de fournir un financement, précisa Adrian. Je veux soutenir l'ensemble du programme de recherche. Nouvel équipement, plus de personnel, financement complet des essais cliniques pour les 5 prochaines années. Je veux créer un fonds pour couvrir les dépenses de déjeunement de toute famille qui ne peut pas se permettre le traitement, en commençant par les Volkov, anonymement. Mon nom ne doit en aucun cas y être associé. Un don d'entreprise d'une filiale de Blackwood Global. C'est tout. Le silence à l'autre bout du fil était profond. Le docteur Chopra, qui passait la moitié de son temps à se battre pour des subventions et à solliciter des dons, était sans voix. Le montant qu'Adrian proposait était suffisant pour changer la vie de centaines d'enfants. Monsieur Blackwood, je ne sais pas quoi dire, ce serait transformationnel. Dites simplement que vous l'accepterez, dit Adrian, et que Mikhail Volkov recevra les meilleurs soins de la planète et que le coût ne sera pas un obstacle à compter de maintenant. Oui, souffla le docteur Chopra. Bien sûr, oui, c'était la première partie, la partie facile. La seconde était plus complexe. Ekaterina avait rejeté son argent parce que c'était une aumône, une excuse transactionnelle. Il devait créer une opportunité, pas de la charité, construire une scène, pas une cage dorée. La semaine suivante, il passa dans un tourbillon d'activités, utilisant ses relations non pas pour un gain financier, mais pour des conseils artistiques. Il rencontra les directeurs de l'American Ballet Theatre, le conseil d'administration de la Juilliard School, et des chorégraphes dont les noms étaient peu devenus des légendes. Il n'achetait pas de talent, il étudiait le monde qui avait été volé à Ekaterina. Il apprit le tribut brutal que la danse impose au corps, les carrières courtes, la menace constante d'une blessure qui pourrait anéantir un rêve en un instant. Il apprit l'existence de milliers de jeunes artistes talentueux qui n'étaient condamnés qu'à une facture médicale, une crise familiale près de tout abandonner. Une idée commença à se former, grandiose et audacieuse. Il ne s'agissait pas d'une seule danseuse, mais de toutes. Daniel Harrison le trouva tard un soir dans son bureau, entouré de plans et de propositions, non pas pour un gratte-ciel, mais pour un autre type de structure. « Je pensais que tu serais à mi-chemin de Tokyo pour l'affaire Nakatomi, » dit Daniel en desserrant sa cravate. « Reportez, répondit Adrian, sans lever les yeux d'un document. Regarde ça. Il fit glisser la proposition sur l'immense bureau en acajou. Le titre disait « L'initiative Phoenix ». Daniel la lut, ses sourcils se haussant de plus en plus à chaque page. C'était une proposition pour une nouvelle fondation, dotée de la somme stupéfiante de 100 millions de dollars de la fortune personnelle d'Adrian. Sa mission était double. Premièrement, fournir un soutien financier et médical complet à de jeunes danseurs et artistes prometteurs dont la carrière était menacée par une blessure ou une crise personnelle. Deuxièmement, construire un centre de performance et de réadaptation ultramoderne, un lieu où l'art et la guérison pourraient coexister. « Mon Dieu, Adrian, murmura Daniel. C'est incroyable. Qu'est-ce qui a provoqué ça ? Tu as dit que certaines choses n'étaient pas à vendre, dit Adrian, levant enfin les yeux. Ses yeux étaient fatigués mais clairs, remplis d'une détermination que Daniel n'avait jamais vue auparavant. Tu avais raison. Mais cela ne veut pas dire qu'elles ne peuvent pas être soutenues et encouragées. Ce n'est pas de la charité, c'est un investissement dans le potentiel humain. Il construisait un monde où quelqu'un comme Ekaterina n'aurait pas à choisir entre la vie de son frère et la sienne. Pendant qu'Adrian construisait sa révolution silencieuse, Ekaterina menait une guerre d'usure. Quelques jours après leur rencontre, elle reçut un appel du docteur Chopra. « Ekaterina, j'ai une nouvelle merveilleuse », dit le médecin, sa voix pleine d'une joie qu'Ekaterina n'avait pas entendue depuis des années. Une nouvelle subvention d'entreprise vient d'arriver. Elle est spécifiquement destinée à notre recherche sur l'arthrite juvénile, idiopathique systémique et au soutien des patients. En bref, l'ensemble du plan de traitement de Misha, à partir d'aujourd'hui jusqu'à sa guérison complète, est entièrement couvert. Tout. Ekaterina s'affaissa sur une chaise, le téléphone serré contre son oreille. Elle pleura des larmes silencieuses de soulagement accablant qui coulaient sur ses joues. Pendant 5 ans, elle avait porté une montagne sur son dos, et en un seul appel téléphonique, elle avait disparu. Elle ne demanda pas d'où cela venait. Dans une ville d'une immense richesse, la philanthropie d'entreprises anonymes n'était pas chose inconnue. Elle l'accepta comme un miracle, un moment de grâce attendu depuis longtemps d'un univers qui avait été implacablement cruel. Le fardeau du désespoir financier était levé.
mais le poids de son talent gaspillé restait. La vidéo virale s'était calmée, mais son fantôme persistait. Elle avait des offres de compagnies de danse et de chorégraphes, mais toutes semblaient entachées par le spectacle. Il voyait une d'histoire, pas une artiste, et elle les ignorait toutes. Mais quelque chose avait changé en elle. Avec l'avenir de Misha assuré, une petite graine fragile de son propre avenir commença à germer dans le sol aride de sa vie. Elle commença à se réveiller à 4 heures du matin avant Chloé et à dégager un petit espace dans leur salon. Elle s'étirait, sentant les tiraillements et les douleurs familiers dans des muscles longtemps inactifs, et exécutait les positions classiques. Son corps se souvenait du langage que son esprit avait essayé d'oublier. Au début, c'était maladroit, son équilibre était mauvais, son endurance avait disparu, mais la mémoire musculaire était là, profondément enfouie. Chaque jour, elle se réappropriait un petit morceau d'elle-même. Un après-midi, un nouveau joueur entra en scène. Adrian était en réunion examinant une liste de candidats pour le poste de directeur exécutif de l'initiative Phoenix lorsque son téléphone sonna. C'était un nom tiré du dossier qu'il avait compilé sur Ekaterina, Céline Moreau. Céline avait été la principale rivale d'Ekaterina à la Joffrey School. Le rapport la décrivait comme extrêmement compétitive et notait plusieurs cas de jalousie professionnelle. Elle était maintenant une soliste montante dans une prestigieuse compagnie de danse contemporaine à New York. Dans ses recherches approfondies, Adrian avait vu son nom au programme d'un prochain gala au Lincoln Center, dont il était maintenant le principal sponsor. Il répondit à l'appel « M. Blackwood ». La voix de Céline était aussi douce que de la soie et empreinte d'ambition. « J'ai entendu parler de votre nouvelle initiative incroyable. Je pense que c'est tout simplement visionnaire. J'étais une contemporaine d'Ekaterina Volkova, à Joffrey, vous savez. »« Je sais, » dit Adrian d'une voix neutre. « Elle a toujours été si dramatique, » continua Céline, avec une subtile pique dans son ton. « C'est tellement dommage ce qui lui est arrivé. Mais voir cette vidéo, ça a tout ravivé. Je danse au gala du Lincoln Center le mois prochain, celui que vous sponsorisez. J'espérais que nous pourrions nous rencontrer. Peut-être que je pourrais offrir un aperçu pour votre fondation, d'artiste à artiste. » Adrian sentit une froide pointe d'inquiétude. Il reconnut immédiatement son type, une opportuniste déguisée en artiste. Elle voyait son argent et son influence comme une échelle, mais elle était aussi un lien direct avec le passé d'Ekaterina. « Je serai au gala, » dit Adrian sèchement. « Nous pourrons parler à ce moment-là. » Il raccrocha avec un sentiment de prémonition. Il construisait une arche pour des artistes comme Ekaterina, mais il savait que pour chaque véritable talent, il y avait des requins comme Céline Moreau, tournant dans l'eau, attirés par l'odeur de l'argent et des opportunités, et elle était sur une trajectoire de collision avec la personne même qu'il essayait de sauver. Le gala d'automne du Lincoln Center était le sommet scintillant du calendrier artistique et social de New York. Adrian Blackwood, habituellement un participant réticent à de tels événements, en était maintenant le principal sponsor. Sa participation n'était pas seulement un nom sur un programme. L'initiative Phoenix était officiellement annoncée ce soir-là, le dévoilement public de sa pénitence. Il traversa le grand foyer, un homme transformé. Il portait toujours un smoking impeccablement coupé, mais sa démarche arrogante avait disparu, remplacée par une gravité silencieuse et vigilante. Il était salué par des membres du conseil d'administration et des mondains, mais ses yeux balayaient séquement la foule, cherchant un visage qu'il savait ne pas être là. Il avait envoyé une invitation personnelle à Ekaterina, livrée par un coursier professionnel, simple, respectueuse, avec une note manuscrite. « Ce n'est pas de la charité, c'est une scène. Elle t'attend si jamais tu la veux, sans obligation. » Elle n'avait pas répondu et il ne s'attendait pas à ce qu'elle le fasse. Il trouva Daniel près du bar à champagne. « Des signes ?» demanda Adrian. Daniel secoua la tête. « Je ne pensais pas qu'elle viendrait, Adrian. C'est trop tôt. Mais ce que tu as construit est magnifique. Tu devrais être fier. Ce n'est qu'un bâtiment et un compte en banque tant que ça n'aide personne, » répondit Adrian avec un regard lointain. Leur conversation fut interrompue par une voix comme du miel teinté de glace. « Monsieur Blackwood, c'est un plaisir de vous rencontrer enfin en personne. » Il se retourna pour voir Céline Moreau. Elle était magnifique. Sa silhouette de danseuse était drapée dans une robe vert émeraude dos nu, et son sourire était humide et brillant, mais n'atteignait pas ses yeux froids et calculateurs. « Mademoiselle Moreau, » dit Adrien d'un ton froidement poli, « j'attends votre performance avec impatience. J'espère qu'elle sera à la hauteur de l'émotion brute que nous avons tous vue récemment, dit-elle, la pique visant directement Ekaterina.
C'est incroyable ce qui devient viral de nos jours. Certains d'entre nous passent une décennie à perfectionner leur art, d'autres n'ont besoin que d'un moment de désespoir public. La mâchoire d'Adriane se serra. Le talent est le talent, mademoiselle Moreau. Le public a un moyen de reconnaître l'authenticité. Le sourire de Céline vacilla une fraction de seconde, mais elle se reprit rapidement. Son et Joes, bien sûr. C'est juste que je connaissais Katia. Je connais son histoire. Je crains qu'on ne profite d'elle. Son état émotionnel est si fragile, ce serait une tragédie si son petit moment de gloire finissait par lui faire plus de mal que de bien. C'était une performance magistrale de fausse sollicitude, conçue pour semer les graines du doute. Adriane vit clair dans son jeu. Cette femme ne s'inquiétait pas pour Ekaterina, elle la craignait. Craignait que le génie brut et non poli de son ancienne rivale puisse éclipser sa propre maîtrise technique polie. « J'apprécie votre préoccupation, dit Adriane, d'une voix qui ne laissait aucune place à la discussion. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, je dois parler avec le directeur. Il se détourna et s'éloigna, laissant Céline bouillir derrière son sourire parfait. En coulisses, l'atmosphère était électrisée par un chaos contrôlé. Les danseurs s'étiraient, les machinistes s'affairaient, et l'air bourdonnait d'énergie nerveuse. Céline se tenait dans les coulisses attendant son entrée. Son numéro était le clou du deuxième acte, mais son esprit n'était pas sur la chorégraphie, mais sur le ton dédaigneux d'Adriane Blackwood, sur les murmures concernant l'initiative Phoenix et sur le fantôme d'Ekaterina Volkova qui semblait hanter toute la soirée. Elle avait passé 5 ans à grimper au sommet, savourant le fait que sa plus grande rivale avait disparu, et maintenant cette rivale était la danseuse la plus discutée au monde, tout ça à cause d'une explosion émotionnelle maladroite dans un restaurant. L'injustice de la situation lui brûlait l'estomac. C'est alors que son téléphone vibra. C'était un message d'un journaliste qu'elle tenait en laisse, un chroniqueur mondain d'un tabloïd. Des nouvelles de la mystérieuse serveuse, la rumeur dit qu'elle est ici, ce soir. Une idée venimeuse et brillante fulgura dans l'esprit de Céline. Elle tapa une réponse rapide. Une source dit que Blackwood l'a amenée, orchestrant une scène, essayant de capitaliser sur ses 15 minutes de gloire. Elle est émotionnellement instable, il profite d'elle. C'était un mensonge, mais un mensonge plausible. Elle dépeignait Adriane comme un prédateur et Ekaterina comme une victime pathétique et instable, dévalorisant son talent et le réduisant à un effet secondaire d'une dépression nerveuse. C'était parfait. Elle appuya sur « Envoyer » avec un sourire cruel sur les lèvres. L'article serait en ligne avant même la fin de sa performance. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, Ekaterina n'était pas au gala. Elle était dans un petit studio de danse loué à Brooklyn, du genre avec des planchers usés et des miroirs qui avaient reconnu des jours meilleurs. C'était la première fois en 5 ans qu'elle mettait les pieds dans un vrai studio, et les $100 pour une location de 2 heures semblaient une extravagance, mais son âme en avait désespérément besoin. Elle portait de vieux leggings et un t-shirt délavé. Son corps lui faisait mal, mais c'était une bonne douleur. La musique d'un petit haut-parleur de son téléphone remplissait la pièce. Pas une grande symphonie, mais une pièce simple et mélancolique pour violoncelle. Et elle dansait. Elle ne dansait pas pour un public ou pour défier un milliardaire, mais pour elle-même. Elle redécouvrait ses propres lignes, testait sa force, trouvait son équilibre. Les mouvements n'étaient pas empreints de la rage brute de cette nuit à l'éther. Ils étaient peintes plus calmes, plus interrogateurs. C'était une danse de guérison, de rassemblement des morceaux brisés d'elle-même. L'invitation d'Adriane était posée sur le banc à côté de sa bouteille d'eau, et elle avait lu sa note manuscrite 100 fois. La scène t'attend. Une partie d'elle était tentée, mais la plus grande partie avait peur. Elle n'était pas prête à entrer dans son monde, un monde qui incluait des gens comme Céline Moreau. Elle se souvenait de la cruauté désinvolte de Céline, de ses croche-pieds pleus dans le couloir, des rumeurs qu'elle lançait dans les vestiaires. Après avoir terminé une combinaison, elle vérifia l'heure sur son téléphone. Une notification d'actualité apparut sur son écran et le titre lui glaça le sang. Le sponsor milliardaire Adrian Blackwood tente de propulser une serveuse danseuse sous les feux de la rampe au gala du Lincoln Center. Des sources affirment que Volkova est instable et manipulée. L'article était court, vicieux et rempli de citations anonymes la dépeignant comme une épave pathétique et Adriane comme un marionnettiste manipulateur, et il mentionnait Céline Moreau comme une contemporaine inquiète qui se souciait du bien-être d'Ekaterina. Ekaterina s'effondra sur le sol, le téléphone lui glissant des mains. Ça recommençait. Son histoire, sa vie, déformée au dadontin et vendue le par d'autres. Mais cette fois, c'était pire.
Il l'utilisait tournant pour attaquer Adriane, la seule personne qui, à sa manière maladroite, avait essayé de se racheter. Et Céline, sa vieille ennemie, tirait les ficelles. Le vieux feu, celui qu'elle pensait avoir appris à contrôler, se ralluma dans sa poitrine. Il la croyait instable, une victime, un pion. Elle se releva, son corps tremblant non pas de faiblesse, mais d'une poussée d'adrénaline pure. Sa danse silencieuse de guérison était terminée. Elle attrapa son sac, son manteau et l'invitation d'Adriane. Elle n'allait plus se cacher. Elle n'allait pas les laisser réécrire son histoire à sa place. Céline Moreau voulait un fantôme. Elle allait la voir. Ekaterina Volkova se rendait au gala. Quand le monde fit irruption dans le petit studio loué d'Ekaterina à Brooklyn, elle faisait une pause, s'épongeant le front. La notification d'actualité sur son téléphone était une fléchette empoisonnée. Le sponsor milliardaire Adrian Blackwood tente de propulser une serveuse danseuse sous les feux de la rampe. Des sources affirment que Volkova est instable et manipulée. L'article était parsemé de citations d'une contemporaine inquiète, Céline Moreau. Les mots « instable » et « manipulé » frappèrent Ekaterina comme un coup physique. Le venin de Céline l'avait atteinte à travers les années, essayant d'empoisonner son retour, transformant son art en symptôme d'une dépression nerveuse. La danse silencieuse et curative qu'elle pratiquait mourut dans son cœur, remplacée par une rage froide et lucide. Il la prenait pour un pion, une victime. Elle attrapa son manteau et l'invitation froissée d'Adriane. Elle n'allait pas se cacher de leurs mensonges. Elle allait les brûler avec la vérité. Elle arriva au Lincoln Center comme une force de la nature. Ses vêtements de ville étaient une rébellion brutale contre l'élégance du gala. Mais le nom d'Ekaterina Volkova fut tout ce dont elle eut besoin pour passer la sécurité et être rapidement escortée en coulisses, où elle trouva Adriane en pleine réunion de crise. Il leva les yeux, et le choc sur son visage se mua rapidement en admiration. « J'ai vu l'article, dit-elle, sa voix dénuée de peur. C'est un mensonge. Vous m'avez offert une scène. Je suis ici pour l'utiliser. Ce n'était pas la femme désespérée de son restaurant, c'était une guerrière. » Adriane regarda par-dessus son épaule le régisseur déconcerté. « Le programme a changé, » ordonna-t-il, sa voix résonnant d'une autorité absolue. « Elle danse maintenant. » Dans les coulisses, Céline Moreau se figea lorsque la voix de l'annonceur résonna dans le théâtre, présentant une performance spéciale de l'initiative Phoenix. Son nom ne fut pas prononcé, celui d'Ekaterina le fut. Le rideau se leva sur une scène nue. Ekaterina se tenait au centre, baignée dans un unique faisceau de lumière. L'audience murmura, reconnaissant la silhouette de la vidéo virale, mais la danse qu'elle exécuta n'était pas celle à laquelle ils s'attendaient. Fini le chagrin et la rage brute. À leur place se trouvaient un contrôle, une puissance et une précision à couper le souffle. Chaque mouvement était une réfutation directe et élégante de la calomnie de Céline. Un arabesque, exécuté avec une force impossible, proclamait sa stabilité. Une série de pirouettes impeccables et puissantes tournait en dérision l'idée qu'elle pouvait être manipulée. Elle ne dansait pas sa douleur, elle démontrait sa maîtrise. Elle termina non pas en un tas affligé de tristesse, mais dans une pose de force inébranlable, le menton levé, balayant du regard tout le théâtre. Le silence qui suivit fut lourd de choc, avant que tout le bâtiment n'explose dans un raz-de-marée d'applaudissements. C'était une ovation debout, non pas par pitié, mais par un profond respect pour une véritable artiste. En quittant la scène, elle passa devant Céline, qui se tenait là, pâle comme un fantôme. Ekaterina ne lui jeta même pas un regard. Sa victoire était si complète que sa rivale n'avait plus d'importance. Elle trouva Adriane qui attendait dans l'ombre. L'espace immense et complexe entre eux, rempli d'argent, de honte et de pouvoir, avait finalement disparu. Il ne restait que deux personnes qui avaient de vue la vraie nature de l'autre. « Merci, dit-elle simplement, pour la scène. »« Merci, répondit-il, sa voix empreinte d'une émotion qu'elle comprenait maintenant comme du respect, de leur avoir montré à tous qui tuait. » Il ne lui offrit ni contrat ni chèque, mais quelque chose de plus grand. L'initiative Phoenix a besoin d'un directeur artistique, quelqu'un qui comprend ce que signifie se battre, quelqu'un qui peut construire une scène pour les autres. Il tendit la main. Ce n'était pas une offre de charité, mais un partenariat. Elle regarda sa main, puis ses yeux, et ne vit pas un milliardaire, mais un homme qui comprenait enfin la valeur des choses qui ne peuvent être achetées. Elle posa sa main dans la sienne, une nouvelle danse ne faisait que commencer. L'histoire d'Ekaterina Volkova et d'Adrian Blackwood n'est pas seulement une histoire de danse, c'est un puissant rappel que derrière chaque visage que nous voyons se cache une histoire et qu'un talent caché attend dans les endroits les plus inattendus.
Elle nous montre que le vrai pouvoir ne réside pas dans l'argent sur un compte en banque, mais dans le feu de l'âme. Le parcours d'Ekaterina nous enseigne que même lorsque le monde essaie d'écrire votre histoire à votre place, vous avez toujours le pouvoir de monter sur scène et de danser votre propre vérité. C'est un témoignage des secondes chances, du pouvoir imblifiant de l'empathie et du fait qu'il n'est jamais trop tard pour réparer une erreur. Si cette histoire de résilience et de rédemption vous a touché, aidez-nous à la partager avec le monde. Cliquez sur le bouton j'aime pour montrer votre soutien. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'un rappel de sa propre force intérieure et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus d'histoires inoubliables qui remettent en question nos perspectives. Quelle partie du parcours d'Ekaterina a le plus résonné en vous? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Merci de votre attention.